Revenir juste rapidement sur la question de l'éducation. Moi, enfin, je vous donne un témoignage personnel. Moi, j'ai fait l'option internationale du bac au lycée Lyautey. Et je crois que j'étais la dernière génération où faire l'OIB, c'était considéré comme être dans, si vous voulez, c'est comme la classe d'allemand en France, où là c'est la classe étoile. C'était élitiste de faire le choix de faire l'OIB. Je vous rappelle que l'OIB, vous avez des cours renforcés en arabe, et l'histoire géo, c'est pas la Troisième République, c'est les dynasties almohades, etc. Et j'ai remarqué chez mes neveux, nièces, etc., qui ont des très bons niveaux en arabe. Je lui ai dit combien tu as en arabe? Il me dit j'ai 17 de moyenne. Je lui ai dit ah, donc tu as fait l'OIB? Il me dit non, non, surtout pas, je vais pas faire l'OIB, ça va me handicaper pour ma mention au bac. Non, en plus, maintenant l'OIB c'est devenu un ghetto pour arabisants qui proviennent du secteur public. Donc ce changement de perception de la classe OIB, qui est vraiment un micro-problème, mais je pense que c'est important, parce que c'est un indicateur avancé de ce qui est en train de se passer, et qui est très très grave. Il y a une sécession linguistique des élites. Ce même gars qui a fait le choix de ne pas faire l'OIB alors qu'il avait 17 de moyenne en arabe, il va aller en prépa ou en première année à la fac en France ou en Angleterre. Il va déjà rétrograder l'arabe, qui était avant ça LV1, il va le rétrograder à LV2, voire LV3, sous le prétexte d'apprendre l'espagnol, en général. Donc il y a un phénomène qui est très très grave, c'est cette sécession linguistique, et qui fait qu'à la fin, quand on voudra attirer les meilleurs, ces gens de Polytechnique, ces gens de Sciences Po, ces gens d'HEC, quand vous allez arriver, vous allez leur dire ok, on va te payer, on va te donner une classe, on va te donner des bourses de doctorat, un centre de recherche magnifique, etc. Mais en dernière analyse, son problème, ça va être cette barrière linguistique. Il va te dire moi je ne veux pas aller dans la haute fonction publique parce que ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas devenir prof parce que ça m'intéresse, c'est un truc de rentier de la langue arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce problème qui est fondamental, il va falloir réconcilier ces élites avec l'intérêt collectif, parce qu'il peut y avoir de réussite que collective au Maroc. On ne va pas réussir, moi si mes enfants, je rêve que mes enfants fassent normal sup, mais s'ils font normal sup dans un océan de rien du tout, ça va servir à rien. Donc je voulais juste revenir là-dessus, c'est important. Je vais parler un tout petit peu de ma boutique, ce que je n'ai pas fait depuis que je suis arrivé. C'est la question de l'investissement. Et je crois qu'en fait, ça rejoint pas mal des problématiques. C'est de dire, on a un problème de sous-rendement de l'investissement, en particulier de l'investissement public. Donc, il y a 30% du PIB qui est dans l'investissement, et il y a 2 tiers qui sont d'origine publique. Avant 2003, c'était plutôt 50-50. Maintenant, c'est 2 tiers public, 1 tiers. Il y a ce problème de sous-rendement, et il y a le problème sous-jacent qui est le manque de traction de l'investissement public vis-à-vis du privé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas suffisamment à tirer. C'est ce qui fait qu'on a ces résultats décevants. Malgré ce qu'on appelait des taux d'investissement asiatiques, on n'a pas la croissance asiatique qui va avec. Bon. Et ça, je crois que c'est un rapport avec la technologie de la réforme, enfin, la manière dont on évalue nos politiques publiques. On en a parlé tout à l'heure. Quand vous dites on va faire de l'évaluation, très bien. Quand on dit on va fonctionner beaucoup plus en expérience pilote, on va arrêter de généraliser directement très bien. Mais il y a des facteurs structurels qui nous empêchent de faire ça. Par exemple, en termes de comptabilité publique, aujourd'hui on a de caisse qui fait que quand on essaie de mesurer un investissement, on dit ok, un investissement public en particulier, on dit bon voilà, il y a tant qui a été décaissé, il y a tant qui a été engagé, les crédits, etc. Mais on n'a jamais une comptabilité de résultats. Analytique, exactement. Donc on est déjà dans un problème qui est très technique de dire voilà, la manière dont on réfléchit, dont l'État est construit, de la comptabilité publique est construite, il va falloir déjà faire ce saut qualitatif pour aller vers une comptabilité de résultats. Quel est l'impact de ça? Pourquoi c'est doublement important? C'est important pour faire de l'évaluation et faire des politiques publiques smart, mais c'est encore plus important pour produire de la donnée. Aujourd'hui, on n'a pas de données. Et là, je veux arriver sur mon vrai... On a dit on est dans la partie solution. Ma vraie solution, c'est le recours à la recherche académique. Au Maroc, il n'y a pas. Enfin, au Maroc. Je généralise, mais je veux dire, moi je suis témoin, donc je vous dis de mon expérience, quand j'arrive, je regarde, il n'y a que des choses qui sont faites dans des doctorats, qui sont faits dans des universités à l'étranger. Ils ne travaillent pas sur nos données nationales. Ils travaillent sur des sujets un peu génériques, un peu bateaux, habituels. Moi, je regarde beaucoup les thèses et les doctorats qui sont, en tout cas la partie qui est publique et gratuite.
À chaque fois, je suis déçu parce que je ne trouve pas des gens qui rentrent en profondeur. Quand vous avez quelques études qui rentrent en profondeur pour évaluer une politique publique marocaine, c'est de la coopération allemande ou de la coopération américaine qui sont à l'université dans les Pays-Bas, etc. Donc on a un angle mort de la politique publique au Maroc qui est la recherche académique. C'est une faiblesse qui est fondamentale. Et c'est en partie ça qui explique le recours aux cabinets de conseil, etc., qui arrivent et qui vous vendent leur base de données de benchmark mondiaux. C'est parce que vous n'avez pas la donnée chez vous. Or, le premier stade de la sagesse avec Socrate, c'est connais-toi toi-même. Donc, il faut avoir un minimum de données sur ce qui se passe dans ce pays. Non seulement ils n'ont pas la donnée, mais en plus, quand les bureaux d'études produisent la donnée, collectent la donnée, ils la récupèrent même pas eux. Ils la laissent aux bureaux d'études qui, eux, la donnée, Ça fait un petit. Et ils se la balancent de bureau en bureau. Ça part de Casablanca à Jakarta et à New York, etc. Et difficile. Ouais, difficile. Pour être précis sur cette question-là, il se trouve que je fréquente beaucoup de doctorants. La raison pour laquelle ils ne font pas des analyses très poussées, parce qu'ils n'ont pas accès aux bases de données publiques. Je l'ai cité, la base de données du ministère de l'Industrie, qui est un recensement industriel, qui n'est pas accessible à la recherche aujourd'hui. J'ai fait 50 demandes, on m'a débouté à chaque fois, moi et d'autres doctorants. Ensuite, il y a l'accès aux fichiers fiscaux du ministère de l'économie, partout dans le monde. Et que dire de l'agriculture? C'est une boîte noire. Partout dans le monde, les fichiers fiscaux sont banalisés et accessibles. L'enquête consommation de l'HCP n'est pas donnée aux chercheurs. Et l'enquête emploi, qui est trimestrielle, qui est une mine d'informations, n'est pas donnée aux chercheurs. Donc c'est normal qu'on n'ait pas d'économistes de l'industrie, qu'on n'ait pas d'économistes fiscalistes, qu'on n'ait pas de microsimulation dans ce pays. Parce que, en fait, l'administration fait un barrage au niveau de la il n'y a pas que l'accès, il y a réellement un problème d'accès aux données. Il y a aussi le fait qu'on ne fait pas des consolidations. Consolidation des finances publiques, mais qui naissent. Il n'y a pas de compte consolidé des finances publiques au Maroc aujourd'hui. Bon, mais il n'y a pas que le problème de l'information. Il y a aussi, vous avez évoqué la question de les thèses, c'est que les thésards, malheureusement, ils ont appris à décrire, mais ils n'ont jamais appris à analyser. Et nous, on s'est heurté énormément à ce problème-là. Il y a des gens qui ont décrit de très belles choses. Bon, quand ils savent, quand ils maîtrisent l'arabe ou le français, mais de là à leur dire analyser, il ne l'a jamais fait. Mais c'est quand même, quand on fait une recherche, il ne s'agit pas de décrire. Ça, c'est son directeur de thèse, c'est son tuteur, c'est le contrôle par les pairs. C'est ça Donc c'est une partie du problème, je voulais assister là-dessus. Alors, puisqu'on est dans la partie des solutions, je peux pas vous quitter avant d'avoir parlé un petit peu. Mais est-ce que justement, solution, ouais. on vient de poser un vrai problème, qui est celui de l'accès à l'information dans les administrations publiques et qui est lié avec la question de la recherche, etc. Et de l'éducation. Est-ce que, monsieur le ministre, dans le système politique actuel, peut faire quelque chose pour ça? Bien entendu. Il faut construire. Il faut avoir accès, en tant que chercheur, à la base de données du ministère de l'Agriculture. Là, je vous le souhaite. Moi, je vous le souhaite. Dans le domaine public, qui devrait être automatiquement publié sur les sites. كاين لا لوا دابا l'accès à l'information لا هو تسنت ليها elle n'est pas passée de toute façon, elle est au Parlement encore, elle n'est pas passée avec toutes les faiblesses qu'elle a parce qu'elle est très insuffisante. Parce qu'on ne parle pas parce qu'on a considéré la loi l'accès à l'information que d'un point de vue particulier, mais pas en termes de données. Mais par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est qu'on n'a pas un système de traitement et de classification de toute la production administrative et de la production statistique administrative. On n'a pas. On n'a pas de documentation française. Qui est on a quoi, le secrétaire général du gouvernement. Donc avec une classification de couleurs, la littérature grise, la littérature rouge, la littérature blanche, et avec un intranet qui permet à l'ensemble d'abord du gouvernement, même entre ministères, parce que ce qu'il demande lui c'est pour l'extérieur, mais vous, entre ministères qui est à côté de vous, vous n'avez pas les données qu'il a fait, vous n'avez pas les études qu'il a fait, vous n'avez pas les choses qu'il a fait, alors que vous êtes dans le même gouvernement et vous décidez sur les mêmes sujets. Donc c'est ça ce qui est. Donc le problème est un vrai problème. Tu peux demander l'information à la Banque mondiale. Alors la question. Bon, on va pas. Bref. Donc si on arrivait à améliorer notre technologie de la réforme et à avoir des politiques publiques véritablement transversales et intelligentes, on irait là-dessus, sur la recherche académique. Je veux parler également de la charte de l'investissement. La charte de l'investissement actuelle 1995
octobre 1995, elle date exactement un mois avant la première connexion Internet ADSL qui a eu lieu au Maroc. Donc on est dans un autre siècle. J'ai pris l'exemple de l'Internet, mais il y a d'autres choses. Par exemple, la charte de l'investissement, c'est aussi un document qui vous donne une idée du surmoi économique, de ce modèle de développement qu'on recherche. Quand vous lisez la charte de 95, bon, Internet n'existe pas parce que c'est hors sujet, vous avez les exonérations pour l'agriculture, qui date de 1984, qui a été une des décisions qui a fait que on n'a pas pu avoir une orientation disons des surplus agricoles pour financer un décollage industriel. C'est aussi ça qui s'est passé. Donc, dans cette charte aussi, vous avez la priorité donnée à l'immobilier ou au BTP, qui avait deux fonctions, qui étaient un, intensif en main-d'œuvre, et deux, combler le déficit en logement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le déficit en logement. On était à 1 million, 1,5 million, on est à, je dis une bêtise, 300 000, 500 000, quelque chose comme ça. Donc on n'est plus dans le même ordre d'idées. Donc ce chantier de refaire une nouvelle charte de l'investissement, il est très important. Je pense que la parenthèse de l'exonération fiscale généralisée pour le secteur agricole a été fermée en 2014, après 30 années d'exonération. Il faut imaginer ce que ça veut dire en termes d'impact économique. Il y a eu la mise en place d'un plan comptable agricole en 2016, si je ne me trompe pas. Donc il y a cette dépense fiscale de l'agriculture qui est les mailles du filet sont en train de se... Voilà peut-être une piste pour financer les 20 milliards. Peut-être, je vous arrêter, mais franchement, je ne peux pas. Tu vas prendre la parole. Et qui termine. Pas sans problème. Donc il y a là, peut-être. Moi, ça m'intéresse de comprendre. Hein, ça m'intéresse vraiment. Moi, je vois, en tant que citoyen, je me dis, OK, il y a ce plan comptable, cette fiscalité qui est en train de peut-être d'émerger, de bourgeonner, je ne sais pas. On peut se mettre d'accord là-dessus. Il y a la question de la dépense fiscale sur l'immobilier. On vient d'en parler. Techniquement, l'exonération pour l'immobilier social devrait s'éteindre en 2020. Je parle techniquement, je n'ai pas dit politiquement, ça je ne sais pas. Et il y a cette nouvelle incitation économique qu'on est en train de créer, qui est la fiscalité industrielle. De dire 0% sur 5 ans pour les activités industrielles, et plein d'autres choses, parce qu'il y a le statut de l'exportateur indirect, le statut de zone franche, etc. Donc on est en train de créer une incitation, une carotte fiscale importante pour le secteur industriel, et on est en train, plus ou moins, de laisser s'éteindre naturellement celle sur l'agriculture et celle sur l'immobilier. Donc là, cette tectonique que je viens de vous décrire, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'émergence, le début des premiers signes d'un nouveau modèle de développement? Peut-être. Est-ce que c'est le bon? Il se trouve que mon avis, c'est que c'est le bon, mais on peut en discuter. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la recherche de données et qu'on teste et qu'on itère à chaque fois. Donc ça, c'était le mot que je voulais toucher sur la charte de l'investissement. Autre chose, si on avait de la recherche académique de très haut niveau, le premier sujet moi, qui m'intéresserait, c'est de savoir, parce que moi, je vais au Parlement les lundis et mardis, il y a un sujet qui revient, on n'en a pas parlé ici, c'est la justice territoriale. La Adel El-Majalia, c'est un sujet mais énorme, monstrueux. Et je ne vois pas de solution, si ce n'est peut-être de voir, est-ce qu'il serait possible de créer un cadre de dialogue social qui soit régional, pour éventuellement, vous parliez est-ce que le politique est capable d'avoir les idées et de les mettre en œuvre? Voilà une idée. Si vous dites on va faire un SMIG régional, ok, il faut faire accepter cette décision. Et il faut que les gens qu'ils aient l'impression que c'est eux qui ont eu l'idée. Vous ne pouvez pas arriver à faire un SMIG. En plus, politiquement, ce n'est pas très explicite. Voilà un cas précis, le SMIC régional, comment on fait? Est-ce que c'est une bonne idée? Si c'est une bonne idée, comment on peut le mettre en œuvre? Est-ce qu'il faut attendre que les partis politiques s'emparent de la question? Ou alors est-ce que c'est à un autre niveau de gouvernance que ça doit se passer? Ce sont des questions ouvertes. Moi, je n'ai pas de réponse, j'ai que des questions aujourd'hui. Le dernier point que je voulais... Bon, on n'a pas eu le temps de parler c'est très très important, la question de l'informel.
immensément important. On n'a pas eu vraiment le temps d'en parler. Je vais juste faire un peu de name dropping. Il y a un économiste qui, pour moi, est un des plus importants de ce siècle, c'est Hernando de Soto. C'est un économiste péruvien qui a des développements très intéressants. Et la question de comment est-ce formel en capital, et ça revient à la question de la confiance interpersonnelle dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez les gens n'ont pas confiance, etc. Ben oui, ils n'ont pas confiance parce qu'on ne reconnaît rien. Vous voulez lui acheter son terrain, et vous allez l'acheter à 20% du prix parce qu'il n'a pas de titre. Et il n'a pas de titre, donc il ne peut pas nantir son terrain, donc il ne peut pas emprunter à la banque pour acheter améliorer ses rendements. Donc on rentre dans un tas de... Et Hernando de Soto fait des développements très intéressants sur la Tunisie et le printemps arabe, etc. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut regarder de près. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut... ce dont on a besoin, j'ai dit, on a besoin des chercheurs, on a surtout besoin de citoyens lobbyistes. On a besoin que les citoyens mettent leur nez là où ça ne les regarde pas. C'est la seule façon dont les choses vont avancer dans ce pays. C'est pas, je suis en désaccord avec vous, c'est Arsbi. Je ne crois pas qu'il y ait un grand soir et qu'on va faire, qui serait utile ou là, efficace de faire, de dire ça. Et demain c'est l'Assemblée constituante et après-demain c'est la monarchie parlementaire. Et on va, non, on discute. Et du jour au lendemain tout va aller mieux parce qu'on va prendre les bonnes décisions. Les meilleures performances économiques de la Tunisie, c'était les années juste avant le printemps arabe. Depuis que c'est un régime parlementaire moniste, comme je disais tout à l'heure, les performances économiques sont moindres, il faut le dire. La transition démocratique, elle a un coût. Voilà, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui amène de la valeur ajoutée. Ça a un coût. Il faut le faire, mais il faut le faire, comme je disais tout à l'heure, en marchant sur les deux pieds. Sécurité économique, démocratisation. Il faut que les deux aillent de pair. Donc pour ça, on a besoin de citoyens lobbyistes. Aller faire ce travail d'enzymes qui vont aller attaquer là où il y a de la rouille, attaquer, que ce soit dans les régions très loin, ça peut être à Jarada, ça peut être à Draat Filel, ça peut être ailleurs. Il faut que les citoyens, et là on est dans un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on était dans le paradigme de la société pyramidale, hiérarchique, avec des médias, politique, idéologique, etc. Et aujourd'hui, on passe à un autre modèle, un modèle horizontal. Je ne vous refais pas tout le film hein, sur le digital, les réseaux sociaux, etc. Mais ça a un vrai impact sur la manière dont fonctionnent les choses, parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de proposer aux gens? On leur dit, oui, au Maroc, ça y est, on va créer de l'État-providence. L'État-providence est un modèle en crise dans le monde entier. Et nous, on va commencer à le créer. On va créer des droits, et le risque, c'est qu'on crée des droits et qu'il n'y ait pas de réalité derrière, que ce soit juste des droits théoriques et pas des droits concrets, réels. Et c'est un peu ce qui se passe hein, dans certains secteurs. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, donc l'État-providence. Deuxième problème, la démocratie représentative. Et ça, c'est un peu le symptôme dont je parlais. On veut aller... la démocratie représentative est en crise à cause des réseaux sociaux, à cause du modèle, à cause de... Maintenant, on veut le faire. Mais on veut le faire sans voir en réfléchissant en statique. On ne veut pas réfléchir en dynamique et voir que peut-être qu'il faudrait leapfrogger et aller vers un autre modèle. C'est ça le grand problème. Donc je crois que le vrai chaînon manquant dans toute cette histoire, c'est le citoyen lobbyiste qui est capable d'agir comme une enzyme et de se mettre dans les interstices et de faire remonter de l'information autant que faire se peut. Et je crois que que ce soit le système économique ou le système politique doit suivre. En la matière, la société est en avance sur l'État, la société est en avance sur les partis politiques, la société est en avance sur les médias, la société est en avance sur les oulémas, la société est en avance sur les enseignants. Dernière chose, tu as décrit une solution pour le problème de l'éducation. Mais le problème, c'est qu'il va falloir... Ça c'est l'idéal, la cible. Mais pour atteindre cette cible, il y a une phase de transition et dans laquelle il faut non seulement que le système auquel tu veux aller soit supérieur à la situation antécédente, mais qu'en plus il soit supérieur des coûts de la transition. Les coûts de la transition, c'est il faut dédommager les perdants. Aide les gens à expliquer qu'ils ne sont pas au niveau de leur classe. Comment tu fais pour les évacuer du système? Comment tu fais pour avoir un traitement social de cette question-là? Je pense que tu as réfléchi à la question, mais c'est fondamental pour non seulement évaluer les coûts, et voilà, les il y a une
n'y aura de réussite que collective, donc il va falloir qu'on travaille.